Bonjour et bienvenue à tous dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui, une vidéo concernant les révisions sur les dosages, titrages, et on va commencer par quelques généralités. Qu'est-ce que c'est qu'un dosage? Pourquoi on en fait? À quoi ça sert? Comment on le fait? Il faut savoir que le point de départ d'un dosage, c'est qu'on dispose d'une solution, qu'on va appeler une solution S ici, une solution dont on ignore la concentration. On ne sait pas, donc en une certaine molécule, un certain ion, on ne connaît pas la concentration et tout l'intérêt du dosage, c'est justement de connaître cette concentration. Alors la concentration, moi j'ai mis en espèce A, on va dire en molécule A, en ion A. Dans cette solution, on a plusieurs formules qui existent, plusieurs tests. Nous, on va s'occuper de la formule de la concentration qui est la quantité de matière, donc ici, quantité de matière en espèce A, sur le volume. Donc, pour ma concentration inconnue ici, je vais prendre un volume bien précis, connu, maîtrisé, pris par exemple à la burette, à la pipette, etc. Une fois que j'aurai ce volume bien connu, la seule chose qui va me manquer, c'est la quantité de matière, Na. C'est-à-dire que si j'arrive à trouver d'une façon particulière cette quantité de matière, je pourrais calculer la concentration inconnue de départ. Donc, question maintenant, comment trouver? Vous voyez, on déplace le problème au fur et à mesure. Comment trouver cette quantité de matière? Alors cette quantité de matière, on va justement faire un dosage, c'est-à-dire qu'on va faire réagir deux produits, deux réactifs l'un avec l'autre. Donc moi j'ai choisi ici une solution que je vais appeler S0 qui contient une entité B. Et on va faire réagir l'entité A avec l'entité B. Donc on va faire une réaction de dosage. Et ça va nous permettre de connaître la quantité de matière ici, Na. Comment je vais faire? Tout simplement, je vais écrire, ça c'est obligatoire, une équation de réaction. Donc c'est la réaction support de mon dosage, avec les bons coefficients stoichiométriques. Pourquoi je fais cette équation? C'est pour trouver ces coefficients stoichiométriques, c'est eux qui vont nous intéresser. Donc je vais l'écrire, donc ici je l'ai écrite de façon schématique, sous la forme petit a, c'est-à-dire le coefficient stoichiométrique de ma première espèce ici, A, et le coefficient B pour l'espèce B donne, alors ce qu'il y a derrière pour l'instant je m'en fiche, mais ce qui m'intéresse, c'est justement ces deux coefficients qu'il faudra donc trouver grâce à l'équation de réaction. Ensuite, une fois que j'ai cette équation de réaction, je vais parler de l'équivalence. Donc je vous rappelle, l'équivalence, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans leur proportion stoichiométrique. Ça veut dire que vous voyez ici, j'ai ma solution S0 que je vais rajouter petit à petit dans ma solution S, dans un échantillon, mais je ne vais pas en rajouter à n'importe quel volume. Il va falloir trouver un moment bien particulier de cette réaction, c'est ce qu'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire le moment où les réactifs sont à l'équivalence en proportion l'un avec l'autre. Tous les réactifs A auront trouvé un réactif B pour réagir avec. Il n'y aura pas de A en trop, il n'y aura pas de B en trop. On sera vraiment en proportion. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Et donc, à l'équivalence, je peux écrire que la quantité de matière de mon espèce A de départ divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est pour ça qu'on a besoin de l'équation de réaction, égale la quantité de matière de l'espèce B que j'ai rajoutée, divisé par son propre coefficient stoichiométrique. Et du coup, à quoi ça nous sert? Eh bien, on a vu tout à l'heure que pour connaître la concentration de départ, il suffisait de connaître la quantité de matière de l'espèce A. Maintenant, pour connaître la quantité de matière de l'espèce A, il suffit de connaître la quantité de matière de l'espèce B, puisque les coefficients A et B, je les connais. Donc, on a encore une fois déplacé le problème. Comment on trouve la quantité de matière de l'espèce B? Eh bien, on va faire la même chose ici avec notre solution S0. Ici, je peux écrire que la concentration C0, c'est la quantité de matière de mon espèce B, celle qui est dedans, divisée par un volume. Et on va prendre comme référence le volume à l'équivalence, puisqu'on se place à l'équivalence pour cette égalité, donc je vais faire tout mon raisonnement à l'équivalence, on écrit généralement VE, volume à l'équivalence. Donc vous voyez que C0 c'est quelque chose que je connais, puisque ma concentration de départ ici de la solution titre 30, c'est une concentration que je dois connaître. Le volume VE, je vais l'avoir par expérience, c'est-à-dire le moment où je vais avoir une zone de virage colorimétrique par exemple. Je vais connaître C0, je vais connaître VE, du coup je peux trouver NB. Et résultat, je peux en revenant en arrière trouver la concentration S. Donc on va écrire la petite formule que j'obtiens. Donc grâce à tout ce raisonnement ici, on va repartir à l'envers. Donc il me faut NB. Donc NB c'est
C0 fois VE. Donc encore une fois, C0, VE, ce sont des données de départ et d'expérience, donc c'est bon, je peux calculer NB. Grâce à NB, je vais trouver NA. NA, c'est A fois NB. NA, c'est A sur B fois NB. Grâce à cette écriture d'équivalence. Donc je remplace, c'est-à-dire A sur B fois C0 fois VE. Donc j'ai trouvé la quantité de matière A, que je vais pouvoir mettre ici. Donc CS, c'est NA sur VS. Donc comme au départ, j'avais dit que CS, c'était la quantité de matière Na sur mon volume de titrage au départ. Donc par exemple, j'ai mis 20 ml ou 50 ml au départ dans mon bécher ou dans mon Erlenmeyer. Je n'ai plus qu'à remplacer. Et VS, je le connais puisque c'est la dose de prélèvement d'échantillon que j'avais au départ. VE, je le connais puisque c'est le volume à l'équivalence que j'ai rajouté de solution S0. C0, c'est la concentration de départ de ma solution S0 que je connais. A et B, ce sont les coefficients que je connais grâce à l'équation de réaction. Donc j'ai tous les éléments pour trouver la concentration CS. Voilà comment on obtient la concentration. Ici, je vous ai remis le petit schéma de montage d'un titrage avec la burette graduée avec ma solution S0 de départ en haut. En bas, un Erlenmeyer ou un Becher à la limite avec ma solution S et un volume bien précis, volume VS de solution S. Le barreau aimanté, l'agitateur magnétique, la potence support, n'oubliez pas la potence, hein, la burette ne vole pas dans les airs. Et je vous ai rajouté, vous voyez, entre parenthèses, une détection d'équivalence. Dans ce montage, je peux, à la limite, selon le titrage que je fais, rajouter une sonde pH métrique ou une sonde conductimétrique, selon le type de dosage que je suis en train de faire. Sinon, on va repérer l'équivalence, par exemple, avec un indicateur coloré, on va avoir un changement de couleur au moment justement de l'équivalence. Alors, pour l'extrait 1, nous avons un extrait sur un comprimé d'ibuprofène. Pour les premières questions, réaliser le schéma de montage, définir l'équivalence, je vous renvoie au premier extrait sur les généralités. Ensuite, on nous donne comme document ce tableau, cette représentation avec deux courbes. On vous demande de définir laquelle représente l'évolution du pH. Bon, vous savez tous très bien que c'est la courbe 1 qui parle de l'évolution du pH. Et la courbe 2 est la dérivée de cette évolution. Maintenant, comment le justifier? Tout simplement, on commence dans notre dosage avec une solution acide. Et on rajoute progressivement une base. Vous savez que plus je vais augmenter la quantité de base, plus le pH va augmenter. Donc, il est logique de considérer la courbe 1, qui commence avec un pH relativement faible, puisqu'on est dans un milieu acide, et qui va augmenter au fur et à mesure. Donc on a bien prouvé comme ça que c'est la courbe 1 qui représente l'évolution du pH. On vous demande ensuite à quel couple acide-base appartient l'ion hydroxyde HO-. Alors HO- c'est un ion, c'est une base, donc il faut trouver son acide correspondant. Donc vous savez qu'on écrit toujours acide-base, c'est pour ça que je laisse une place avant. Bah, tout simplement, vu que c'est une base, vous savez que la définition d'une base selon Bronsted, c'est une entité qui est capable de capter un proton. Donc si je rajoute un H+ à HO-, je vais tout simplement trouver une molécule d'eau. Donc voilà le couple acide-base en question. On vous demande d'écrire l'équation réaction support du titrage, sachant qu'on vous dit que l'ibuprofène sera écrit tout simplement RCOOH. Donc je commence avec de l'ibuprofène et des ions hydroxydes. On va tout simplement mettre une seule flèche. Pourquoi une seule flèche? Puisque vous savez qu'une réaction de titrage doit être une réaction totale. On a une base qui va donner l'acide correspondant, on a un acide qui va donner la base correspondante. Donc RCO-, on voit bien qu'on a perdu un proton ici, plus de l'eau. Voilà pour la réaction support du titrage. On vous demande justement quelle caractéristique au pluriel doit posséder une réaction chimique pour être utilisée lors d'un titrage. Donc une réaction de titrage doit être totale, logique, elle doit être unique, c'est-à-dire que s'il y a des réactions parasites en même temps, on ne va pas pouvoir contrôler. Elle doit être rapide, parce que si il vous faut 4 jours pour faire un dosage, c'est pas possible.
Et on pourrait rajouter qu'elle doit être visible, observable. Il faut bien qu'on voit ce qui se passe en termes d'équivalence. Ensuite, on vous dit, allez, des questions précédentes, déterminer la quantité de matière d'ion hydroxyde. Donc on vous demande Ne, donc la quantité de matière à l'équivalence des ions hydroxyde introduits, versée à l'équivalence, et donc trouver celle de l'ibuprofène. Alors, tout simplement, dans la question précédente, on vous demandait de trouver ici le volume à l'équivalence, par la méthode de notre choix. Vous savez qu'il existe deux méthodes qu'on peut utiliser sur ce genre de cours pour trouver le volume équivalent, soit la méthode des tangentes, qui marche à tous les coups mais qui est un peu longue et un petit peu fastidieuse, ou utiliser tout simplement la courbe de dérivée qui est ici. Si vous n'avez pas cette courbe de dérivée, vous êtes obligé d'utiliser la méthode des tangentes. Ici, sur votre graphique, par lecture simple, vous trouviez un volume équivalent ici, en descendant dans les pointillés ici, on trouvait environ 9,7 ml. Donc si je connais le volume équivalent d'ion que j'ai rajouté, que je connais la concentration de départ, donc si je regarde dans mes documents, on vous dit que cette concentration elle est à 0,20 mol par litre. Donc ma quantité de matière ici, ce sera tout simplement ma concentration de départ multipliée par mon volume à l'équivalence. Donc si je fais le calcul, donc CB on vous dit 0,20, et je rappelle que 0,2 et 0,20 ce n'est pas la même chose, ici on a deux chiffres significatifs, multiplié par 9,7 millilitres. Là je suis embêté puisque là je suis en mol par litre, là je suis en millilitres. Donc attention aux unités, 9,7, 10-3, pour que tout soit en litres. Donc je fais le calcul, j'obtiens ici 19,4. Alors 19,4 ça me fait trois chiffres significatifs, on va rester sur 1,9. 10-3. Et c'est une quantité de matière que je cherche, donc l'unité, les moles. Voilà pour la quantité de matière ici d'ion hydroxyde introduit à l'équivalence. Et on nous demande d'en déduire la quantité de matière d'ibuprofène au départ. À l'équivalence, vous savez que les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Donc il faut connaître leur coefficient stoichiométrique. Ici on a de la chance, c'est 1 et 1. Donc c'est 1 mol d'ibuprofène réagira avec 1 mol d'ion hydroxyde. Donc si j'avais ici 1,9 10-3 mol, ça veut dire que la quantité de matière d'ibuprofène au départ, alors on vous donne comme notation Ni, c'est égal à la quantité de matière à l'équivalence d'ion hydroxyde, c'est-à-dire 1,9 10-3 mol. Voilà pour la question 3.9. On vous dit déduire des résultats précédents la masse petite m d'ibuprofène titré et comparer cette dernière à la valeur attendue. On a une quantité de matière. Pour passer d'une quantité de matière à une masse, il me faut tout simplement une masse molaire. Donc la masse molaire, on vous la donne dans les données à la fin de l'exercice. Grand M 206 grammes par mol. Donc pour trouver la masse d'ibuprofène, je vais utiliser ici la quantité de matière initiale d'ibuprofène multipliée par la masse molaire de l'ibuprofène. Alors on vous met C13 H18O2, vous mettez masse molaire d'ibuprofène, ça ira très bien. Je fais l'application numérique. Donc ici j'ai 1,9 fois 10-3 multiplié par 206 grammes par mol. 206 grammes par mol, donc on est cohérent au niveau des unités, et on trouve quasiment 400 mg. Donc est-ce que c'est cohérent par rapport à notre énoncé? Oui, puisqu'on vous dit que le cachet était un cachet à 400 mg. Dernière question, on vous dit parmi les indicateurs colorés acido-basiques proposés dans le tableau, donc vous avez un tableau avec 3 indicateurs colorés. Je vous rappelle qu'un indicateur coloré permet de repérer l'équivalence lorsqu'on va faire notre dosage. Si on n'utilise pas un dosage pH métrique ou conductimétrique, il nous faut bien un changement de couleur pour repérer cette équivalence. Et tous les indicateurs ne fonctionnent pas dans les mêmes zones de pH, n'ont pas la même zone de virage.
ici on vous en propose 3. Ce qu'il faudrait, c'est connaître quelle est la zone, quel est le pH à l'équivalence dans notre situation. Donc vous voyez que l'équivalence, elle va se situer à peu près ici. Donc si vous faites la méthode des tangentes, vous trouverez ce point-là. Si vous croisez la dérivée avec la courbe 1, vous trouvez ce point-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va le faire en vert. On va tout simplement repérer le pH qu'on a sur notre courbe. Et grâce à ce pH, on va pouvoir trouver l'indicateur coloré correspondant. Donc ici, on était aux alentours de 8,5 unités de pH. Donc il nous suffit après de regarder quel est dans les 3 indicateurs qu'on nous propose celui qui correspondrait. Donc on voit que celui qui correspond, c'est la phénylphthaléine qui a une zone de virage entre 8,2 et 10. Donc on est complètement dans la bonne zone de virage. Alors dans l'extrait numéro 2, on va parler du dioxyde de soufre dans le vin. On nous dit qu'on va réaliser un dosage de ce dioxyde de soufre dans un milieu où on va mettre de l'emploi d'amidon, de l'acide sulfurique qui va servir de catalyseur et un peu de vin. On vous donne l'équation de dosage ici et on vous demande de préciser quel va être le changement de couleur qui va nous permettre de repérer l'équivalence. Alors pour repérer l'équivalence, ce qu'il faut savoir déjà, c'est quelle est la couleur du milieu de départ. Au départ, on a mis du vin blanc, on nous dit qu'il est vert pâle, et des produits incolores. Donc ma solution au départ est vert pâle, légère, très peu colorée. Au fur et à mesure, on va rajouter du diode. Ce diode, il va être utilisé, il va réagir, il va être consommé par le dioxyde de soufre ici pour donner, selon l'équation de dosage, des ions iodures et des ions sulfates. Ces ions iodures et sulfates, on vous dit qu'ils sont incolores en solution. Donc au fur et à mesure, au départ, que je rajoute du I2, je ne change pas la couleur de ma solution. Arrivé à l'équivalence, ce qui va se passer, c'est que je n'aurai plus de dioxyde de soufre capable de réagir avec le diode, puisque tout aura été consommé, et du coup, le diode va se retrouver en excès. Il va rester des molécules de diode qui ne pourront plus réagir. Ces molécules de diode, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'elles transforment la couleur en violet en présence d'emploi d'amidon. C'est pour ça que notre chimiste a rajouté 1 ml d'emploi d'amidon dans la solution de départ, de façon à ce que le diode change la couleur de la solution. Donc la solution va devenir violette au moment de l'équivalence. Donc voilà comment on va repérer l'équivalence par changement de couleur. Ensuite, on vous demande de déterminer la concentration molaire C1 en dioxyde de soufre. Donc on nous demande C1. On sait qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans la proportion stoichiométrique. Donc ici, ça tombe bien, les coefficients c'est 1, donc ça va être plus simple pour les calculs. C'est-à-dire qu'à l'équivalence, donc on va l'écrire, à l'équivalence, j'ai la quantité de matière de I2 introduit égale la quantité de matière de SO2 de départ. Donc j'ai ici ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire C2VE. Donc C2, c'est la concentration d'iode de ma solution titrante, on vous le donne dans l'énoncé. VE, ce sera mon volume à l'équivalence, on nous le donne également dans l'énoncé. La quantité de matière ici, ça va être C1V1. Donc C1, c'est bien la concentration en dioxyde de soufre que je cherche. V1, le volume V1 de 20 qu'on avait pris au départ, on vous le donne dans l'énoncé. Je connais, je cherche, donc je peux faire mon calcul. Donc C1, ça va être tout simplement C2VE divisé par V1, et je peux faire comme application numérique, C1 égale. Alors C2, on vous dit 1, 10-2 mol par litre. VE, on vous dit 6,28 millilitres. Alors tous les plus ou moins que vous avez entre parenthèses, on ne les utilise pas tout de suite, on va les utiliser dans la question suivante concernant l'incertitude. Donc ici on a 6,28 millilitres. Encore une fois, ici on avait une concentration en mol par litre, donc attention, je ne peux pas laisser de millilitres. Ici je suis obligé de mettre tout sous la même unité. Donc 10-3 litres. Et V1, on vous dit 20,00. Encore une fois, ce sont des millilitres, 10-3 millilitres. Donc attention lorsque vous allez taper ce calcul sur votre calculette de bien mettre les puissances de 10 au bon endroit. Si on fait le calcul, on obtient ici 3,14
10-3, et c'est une concentration en mol par litre. Voilà pour C1. Ensuite, on vous demande de déduire de cette concentration C1, qui est une concentration molaire, la concentration massique. Donc la concentration massique, en partant d'une concentration molaire, il suffit de la multiplier par la masse molaire. Donc pour trouver la concentration massique expérimentale, je vais tout simplement faire C1 multiplié par la masse molaire du dioxyde de soufre, puisque ici c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc la masse molaire du SO2. L'application numérique nous donne 3,14 10-3 multiplié par donc la masse molaire du dioxyde de soufre qui vous est donnée grâce au tableau des éléments. Donc le soufre, on est à 32,1 grammes par mol. On rajoute 2 atomes d'oxygène, donc 2 fois 16. Et lorsqu'on fait le calcul total, on trouve donc 201 mg par litre. Donc on a bien trouvé la concentration massique qu'on nous demandait. Pour faire la question suivante, on va se faire un peu de place. Donc, pour la question suivante, on nous demande de calculer delta CMexp sur CMexp. Donc, on nous donne la formule. Vous voyez que là, on nous la donne au carré, petit piège, donc il va falloir prendre la racine pour supprimer ce carré. Et on n'a plus qu'à remplir, faire l'application numérique. Donc là, c'est juste une question de calcul. Donc pour trouver delta CMexp sur CMexp, donc je prends la racine de tout ça. Ici, on va remplacer donc delta VE, donc c'est ce qu'il y avait entre les parenthèses, les plus ou moins. Ici, on avait 0,05. On vous donnait, divisé par le volume qu'on avait trouvé, c'est-à-dire 6,28. Tout ça au carré, plus de l'autre côté, la concentration C2, on vous donnait une précision à 0,01 près sur les 1 ml qu'on avait prélevé. On fait le calcul sur la calculette en présentant bien pour ne pas se tromper, on va trouver 0,0128. Oups, 0,0128, ce qui correspond à 1,28%. C'est plus simple de mettre en pourcentage. Alors attention, ici on n'a que 2 chiffres significatifs, donc on ne va pas garder 1,28%, on va en garder que 2, 1,3%. Voilà le calcul de l'incertitude. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer uniquement la variation ici, puisqu'on vous demande après d'encadrer la valeur de la concentration massique trouvée. Donc, ce que je veux, c'est trouver uniquement delta CM. Donc, ce que je vais faire, c'est que CMexp, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, delta CMexp égale 1,3% fois CMexp. Et donc, si je reprends les valeurs trouvées tout à l'heure, on était à 0,201 grammes par litre, d'accord? J'ai remis en grammes par litre, pour avoir ici aussi des grammes par litre. Donc, lorsqu'on va faire le calcul, on va trouver 0,003. Donc, vous voyez qu'on a quand même une précision assez importante. On va du coup réduire notre encadrement de CMexp. Donc la concentration massique expérimentale, elle va être comprise entre la valeur trouvée moins la marge et la valeur trouvée plus la marge. Donc ici, on avait donc 0,201, et bien on va faire 0,201 moins ça, et de l'autre côté 0,201 plus ça. Donc on va avoir ici 0,198 grammes par litre, qui correspond à 0,201 moins 0,003, et de l'autre côté 0,204 grammes par litre. Voilà l'encadrement des valeurs de la concentration massique expérimentale. Alors dans la deuxième partie, on va s'occuper de l'acide tartrique.
Ici, on vous dit qu'on a procédé au dégazage d'un échantillon de vin et on vous demande quel est l'intérêt de faire ce dégazage. Ben, tout simplement, le dégazage va permettre d'éliminer le dioxyde de carbone qui est dissous dans le vin, ce qui va nous permettre de doser uniquement l'acide tartrique pour connaître l'acidité du vin. On vous donne l'équation qui va servir de support à ce dosage. Donc, on a l'acide tartrique qu'on a symbolisé tout simplement en H2A, avec les ions hydroxydes qu'on rajoute lors du dosage, qui nous donne les produits ici. On vous demande de calculer la quantité de matière d'ions hydroxyde donc ajoutés. Donc la quantité de matière en HO-, ça va être tout simplement la concentration de ma solution titrante. Donc ici, c'est la concentration d'hydroxyde de sodium, puisque c'est ça que j'ai rajouté, multiplié par tout simplement le volume à l'équivalence que j'ai rajouté. On va tout simplement faire l'application numérique. Donc la concentration, on vous dit 0,100 mol par litre. Et le volume, on est à 15,5 millilitres. Donc encore une fois, attention aux unités. On est sur des litres ici, donc ici également. Donc on trouve tout simplement 1,55, ici 10-3 mol. Donc voilà pour la quantité de matière d'ion hydroxyde qu'on a rajouté lors de notre dosage. On vous demande d'en déduire la masse d'acide tartrique. Alors on ne va pas pouvoir trouver la masse d'acide tartrique directement, il va falloir passer par la quantité de matière d'acide tartrique. Donc vous savez qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans leur proportion stoichiométrique. Donc il faut connaître les coefficients stoichiométriques, c'est pour ça qu'on vous a donné l'équation. Et ici, attention, par rapport à d'habitude, on a bien un coefficient 1 pour l'acide tartrique, mais on a un coefficient 2 pour les ions hydroxydes. Donc ça veut dire qu'à l'équivalence, on a la quantité de matière d'acide. Alors on va mettre divisé par 1, comme ça on voit bien de quoi on parle, qui va être égal à la quantité de matière des ions hydroxydes, et eux par contre divisé par 2. C'est là qu'il ne faut pas oublier les coefficients stoichiométriques. Donc si je connais la quantité de matière ici de OH-, je vais pouvoir trouver la quantité de matière d'acide tartrique. Grâce à cette quantité de matière, je vais pouvoir rebondir sur la masse grâce à la masse molaire. Alors ce qu'on va faire, on ne va pas faire le calcul intermédiaire parce que ça va nous faire une source d'erreur, on va directement faire une formule globale. Donc ce que je vais faire, je vais transformer ici mon petit n en masse. Donc petit n, je sais que c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc ici je vais avoir la masse de H2A divisé par la masse molaire de H2A. Alors je ne laisse pas le diviser par 1, qui va être égal, toujours de l'autre côté ça n'a pas changé, à la quantité de matière d'ion hydroxyde divisé par 2. Et moi ce qui m'intéresse c'est la masse. Donc tout simplement, la masse molaire je vais la faire passer de l'autre côté. Donc ici je vais me retrouver avec la masse d'acide tartrique, ce qui m'intéresse, égale la quantité de matière d'ion hydroxyde multiplié par la masse molaire de l'acide tartrique divisé par 2. Ça, je l'ai calculé à la question précédente. Ça, on me le donne dans l'énoncé. Donc, j'ai plus qu'à faire le calcul. Donc, je vous passe le calcul. Vous prendrez le temps de le faire si vous voulez sur votre calculette. Donc, la masse d'acide tartrique que je vais trouver, on est à 0,116 grammes. Pour les 20 ml de vin que j'avais pris au départ, puisque vous vous rappelez que l'échantillon de départ de notre dosage, il y avait 20 ml de vin. Donc on va tout simplement mettre ça pour 1 litre, puisqu'on vous demande ensuite quelle est l'acidité totale de ce vin. Et dans les documents, vous avez vu que l'acidité d'un vin, c'est le nombre de grammes d'acide tartrique par litre de vin. Donc ce qu'il faut, c'est ramener ça non pas pour 20 ml, mais pour 1 litre. Donc on va faire une proportionnalité, donc on va multiplier par 1000 ml divisé par 20 ml tout simplement, et on va trouver, alors on va mettre ça sous la forme masse d'acide pour 1 litre,
d'accord? Je vais l'écrire comme ça. On est à 5,81 grammes. Et donc, tout simplement, j'ai une acidité à 5,81 grammes par litre. Pour l'extrait numéro 3, on va parler des efforts d'un cheval, avec le dosage de l'acide lactique dans le sang du cheval. Dans la première partie, on vous dit donc on réalise un dosage grâce à de la soude, l'hydroxyde de sodium, et on vous demande d'écrire l'équation de réaction du dosage. On va noter l'acide lactique AH. Donc on part d'acide lactique plus des ions hydroxyde, le sodium ce sont des ions spectateurs. On a une réaction de dosage, donc une réaction totale, une simple flèche. Maintenant il faut savoir ce qu'on obtient de l'autre côté. L'acide lactique est un acide, il va donc se transformer dans sa base conjuguée. Il va perdre un proton, il va donc donner une base A-. Voilà le couple AH- pour l'acide lactique. Ici, les ions hydroxydes sont la base qui va réagir avec cet acide. Donc on va obtenir l'acide correspondant. L'acide correspondant aux ions H-, c'est l'eau. On va écrire ça un peu proprement en considérant que tout ceci, ce sont des ions et des molécules dissoutes en solution aqueuse, et l'eau est liquide. Au niveau de l'équilibre, on est bon, au niveau des coefficients, on est en coefficient 1 partout. Ensuite, on vous demande d'exprimer la concentration molaire CS en acide lactique. Donc, à l'équivalence, vous vous rappelez, à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans leur proportion stoichiométrique. Ici, on a de la chance, les coefficients sont 1, donc on n'aura pas de division par les coefficients stoichiométriques particulières à faire. Donc on sait qu'à l'équivalence, donc ça c'est ce qu'on cherche, à l'équivalence, la quantité de matière d'acide lactique introduit, initiale, égale la quantité de matière des ions hydroxydes qui eux ont été ajoutés. Donc la concentration ici c'est S fois Vs égale la concentration en ion hydroxyde, donc on vous l'a nommé C1, fois le volume à l'équivalence. Donc pour avoir CS, tout simplement C1 VE divisé par Vs. Voilà, on vous a demandé d'exprimer cette concentration. On va la calculer, donc on fait une application numérique ici pour CS. Alors, C1, on était sur une concentration en 1,00 10-3 mol par litre. Le volume, c'était 4 ml. Sur le volume total, ici, était de 50,00 ml. Donc les 10-3 s'annulent l'un l'autre, pas de souci. Et on trouve à la fin une concentration en acide lactique dans notre échantillon de 8,0 10-5 mol par litre. Voilà pour la concentration en acide lactique dans la solution S. Ensuite, on vous parle d'incertitude relative. Donc on vous dit que l'incertitude relative, donc une delta x sur x, va pouvoir se simplifier selon chaque prélèvement. C'est-à-dire que certaines incertitudes sont vraiment trop faibles par rapport à d'autres, donc on va simplifier, on va en éliminer certaines. Et ici, on vous fait l'hypothèse que les incertitudes relatives sur Vs et sur C1 sont largement négligeables par rapport à l'incertitude sur VE. C'est pour ça que l'incertitude globale, donc l'incertitude ici sur CS, donc l'incertitude relative puisque je la prends en fraction par rapport à la concentration, on va garder uniquement delta VE sur VE. C'est-à-dire que l'incertitude sur les deux autres termes de mon égalité, on ne les prend pas en considération. Et on vous demande de déterminer l'encadrement de CS grâce à cette formule. Alors l'encadrement, pour faire un encadrement, il me faut la valeur de référence, ça c'est bon, on l'a trouvé, plus ou moins la variation, l'incertitude absolue. L'incertitude absolue, c'est la partie d'en haut. Donc il faut que je calcule delta CS. Je vais tout simplement monter CS de l'autre côté. Donc grâce à cette formule-ci, j'ai delta CS égale delta VE
multiplié par CS divisé par VE. Que des termes que je connais, puisqu'on me les a donnés dans l'énoncé pour delta VE, VE, CS, je l'ai calculé ici. Je vais pouvoir faire ce calcul et je vais trouver ici 0,8 10-5 mol par litre. Donc ça, c'est l'écart de précision, on va dire, d'incertitude sur le résultat de concentration que j'avais calculé à la question précédente. Donc ça veut dire pour faire un encadrement, donc expérimentalement, ma concentration S, si je tiens compte de l'incertitude de mes mesures, va se situer entre cette valeur-là moins mon incertitude. Alors on va détailler un petit peu le calcul, on va faire ce que j'avais trouvé tout à l'heure moins ma marge d'erreur. Et de l'autre côté, toujours pareil, la valeur que j'avais trouvée tout à l'heure, cette fois-ci, plus ma marge d'erreur. Et on trouve tout simplement ici 7,2 10-5 mol par litre. Et de l'autre côté, 8,8 10-5 mol par litre. Donc voilà l'encadrement. Ma concentration réelle d'acide lactique dans ma solution S se situe, en tenant compte des marges d'erreur, entre 7,2 et 8,8 10-5 mol par litre. On vous demande ensuite, du coup, de déduire de cet encadrement un encadrement de la concentration d'acide lactique, cette fois-ci dans le sang du cheval. Puisque là, je vous rappelle que CS, c'est dans mon échantillon, dans ma solution S, ici, qui valait 50 ml. Comment on a obtenu cette solution S? Tout simplement, on a pris 1 ml de sang de cheval et on l'a dilué pour obtenir un échantillon de 50 ml beaucoup plus facile à doser. Parce que doser 1 ml de sang, c'est quand même pas évident. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une dilution par un facteur 50. On a dilué 50 fois, pour passer de 1 ml à 50 ml, 50 fois le sang du cheval. Ça veut dire que la concentration initiale dans le sang du cheval était 50 fois plus grande que celle que je viens de trouver. Donc le sang était beaucoup plus concentré en acide lactique que ma solution S. Donc dans le sang du cheval, donc on va appeler ça C tout court, son encadrement, ça va tout simplement être 50 fois plus grand que l'encadrement que j'ai là. Donc je vais prendre 7,2 fois 10-5 multiplié par 50. Donc j'obtiens 3,6 10-3 mol par litre. Et de l'autre côté, même chose, je prends mon 8,8 fois 50, puisque je rappelle que le sang du cheval était 50 fois plus concentré en acide lactique, et j'obtiens 4,4 10-3 mol par litre. Donc ça, c'est bien pour le sang du cheval. Voilà l'encadrement de la concentration en acide lactique dans le sang du cheval. Alors pour l'extrait 4, on va à nouveau s'intéresser à un comprimé d'ibuprofène. On vous explique le protocole de filtration, d'extraction, de dosage de ce comprimé par une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH. On vous demande d'abord pourquoi on a utilisé de l'éthanol dans le protocole. Dans le protocole, on vous dit qu'on broyait le comprimé dans de l'éthanol. Alors tout simplement, vous avez un document qui vous donne la solubilité dans l'éthanol de différents composants de l'ibuprofène. Et vous voyez que l'ibuprofène a une très grande solubilité dans l'éthanol, contrairement aux excipients. Je vous rappelle, les excipients, c'est tout ce qu'on a rajouté dans le médicament qui n'ont pas de principe actif. Ça peut être des colorants, des agents de saveur, de texture, des sucres, etc. Et eux, ils sont quasiment insolubles dans l'éthanol. Ce qui veut dire que quand on va broyer le cachet et qu'après on va filtrer, tout l'ibuprofène va pouvoir descendre dans le filtrat grâce à l'éthanol et tous les excipients vont rester dans le filtre. Donc on va purifier notre cachet pour ne conserver que l'ibuprofène. Voilà pourquoi on a utilisé de l'éthanol. Ensuite, on nous demande tout simplement d'écrire l'équation de la réaction. Alors, l'ibuprofène, on vous dit qu'on va simplifier l'écriture en RCOH. Vous voyez la fonction, ici, l'acide carboxylique. On l'a dosé par des ions hydroxyde,
C'est une réaction de dosage, elle est donc totale, donc je ne mets qu'une seule flèche. Maintenant, il faudrait savoir quels sont les couples présents ici. L'ibuprofène, c'est un acide, on a la base conjuguée. En plus, on vous donne son écriture en RCOO-. Donc on voit bien qu'on a perdu un proton. Et ici, les ions hydroxydes sont une base qui va réagir avec cet acide. Donc il faut que je connaisse son acide conjugué. L'acide conjugué des ions HO-, c'est la molécule d'eau. Voilà. Donc ici, on va considérer que tout ça est en solution aqueuse. Et ici, l'eau est sous forme liquide. Au niveau de l'équilibre, on est bon. On est sur des coefficients stoichiométriques de 1 partout, ce qui va nous simplifier la suite des calculs. On vous demande comment repère-t-on expérimentalement l'équivalence lors de ce titrage. Alors de ce titrage, c'est facile, on vous a donné comme information qu'on va utiliser de la phénolphtaléine. Et la phénolphtaléine, on vous donne comme renseignement qu'elle est incolore pour un pH inférieur à 8,2, qu'elle a une zone de virage entre 8,2 et 10 et qu'ensuite elle est rose. La question c'est quel sera le pH initial au début de notre dosage. Alors on commence avec un acide, donc on va avoir un pH faible et au fur et à mesure on rajoute de la base, donc le pH va augmenter. Donc au départ on aura forcément une situation où la phénolphtaléine sera incolore et une fois l'équivalence dépassée, donc on aura dépassé la zone de virage, on va obtenir une solution qui sera rose. Donc voilà comment on va reconnaître l'équivalence. Ensuite, on vous demande de déterminer la valeur de la masse d'ibuprofène dans un comprimé. En gros, on vérifie les données qui sont sur l'étiquette. Donc la masse d'ibuprofène, je peux la connaître grâce à la formule avec la quantité de matière et la masse molaire. Donc ça va être ma quantité de matière d'ibuprofène multipliée tout simplement par la masse molaire de l'ibuprofène. La masse molaire de l'ibuprofène, c'est 206 g par mol, mais on ne connaît pas la quantité de matière d'ibuprofène dans un comprimé. Ben, c'est le dosage qui va nous donner cette information-là. Vous savez qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ici, on a de la chance, coefficient 1. Ça veut dire qu'à l'équivalence, la quantité de matière d'ibuprofène initiale égale la quantité de matière d'ion hydroxyde ajoutée. Donc, la quantité de matière ici d'ibuprofène, comment connaître la quantité de matière des ions? Tout simplement grâce à la concentration et le volume équivalent. Donc ici, ça c'est la concentration en base qui a été ajoutée. Cette concentration, on vous la donne dans l'énoncé, multipliée par le volume à l'équivalence. On vous le donne également dans l'énoncé, 12,8 ml. Donc je peux faire le calcul ici de ma quantité de matière d'ibuprofène initiale et m'en servir pour la masse initiale. Alors je ne vais pas faire de calcul intermédiaire parce que ça va me faire des approximations ou des erreurs de calcul, donc je vais faire une seule formule globale. Donc ici je vais remplacer ma quantité de matière ibuprofène par la formule que j'ai ici. Je vais me retrouver avec la masse d'ibuprofène dans un comprimé égale la concentration de base multipliée par VE, multipliée ici par la masse molaire de l'ibuprofène. En faisant une seule formule, je vais faire un seul calcul, donc moins de sources d'erreurs possibles, moins d'approximations successives les unes après les autres. Je vais faire l'application numérique. Donc la masse d'ibuprofène. Donc la concentration en base, on vous donne 1,50 10-3 10-1 pardon, mol par litre. Donc 1,50 10-1 mol par litre. Le volume équivalent, on vous a donné 12,8. Attention, ce sont des millilitres et ici j'ai une concentration en mol par litre, donc je dois tout mettre sous la même unité, donc 12,8 10-3. Et ici la masse molaire, 206 g par mol. Je fais ce calcul en mettant les puissances de 10 au bon endroit et je vais trouver 396 mg. Alors je mets en milligrammes plutôt qu'en grammes puisque dans l'énoncé le cachet nous est donné en 400 mg, donc ça va permettre de comparer plus facilement. Voilà la masse d'ibuprofène initiale dans un cachet grâce à ce dosage. On vous demande ensuite de calculer l'écart relatif. L'écart relatif, on vous donne la formule. On vous dit que l'écart relatif, c'est la donnée expérimentale moins la donnée théorique divisée par la donnée théorique. Donc moi, mon écart ici, en valeur absolue, puisque je me fiche de savoir si je suis au-dessus ou en dessous, la valeur expérimentale ici, donc ça va être 396, moins les 400
qu'on était supposé obtenir, divisé par les 400 théoriques. En valeur absolue, encore une fois, si je fais le calcul, je vais trouver 4 sur 400. 4 sur 400, c'est-à-dire 1 centième, c'est-à-dire 1%. Donc voilà l'écart relatif qu'on a réussi à trouver grâce à ce dosage. On a un écart de mesure ou de calcul de 1% pour le médicament. Donc c'est un faible écart relatif qui correspond, qui est cohérent avec les énoncés du cachet. Alors, pour l'extrait numéro 5, on va parler de la neutralisation des eaux usées. Alors, on vous fait un petit laïus sur la neutralisation des eaux usées. Vous savez qu'on ne peut pas rejeter dans les canalisations d'eau qui seraient très acides. Ça, c'est assez intuitif pour nous. Mais également, on n'a pas le droit de rejeter des eaux qui seraient trop basiques. Du coup, il y a différentes solutions de traitement qui permettent de neutraliser, c'est-à-dire de ramener le pH à un pH à peu près neutre de 7, de façon à pouvoir avoir des eaux non destructrices pour les canalisations ou pour l'environnement. Et on vous dit qu'on a le droit entre 6,5 et 8,5 de pH pour les eaux qui sont rejetées. On vous propose de comparer deux méthodes. On a la méthode par les acides minéraux et on a la méthode par le CO2 dissous. On va donc avoir des étudiants qui ont fait des expériences de neutralisation par ces deux méthodes et c'est les courbes que vous avez ici. J'ai reproduites relativement ici. On vous demande d'abord de trouver l'équation de réaction qui se produit lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique dans la solution S. La solution S, c'est une espèce de représentation symbolique des eaux alcalines, donc qui sont des eaux basiques, comme étant une solution de soude. Donc, on a à la base des ions HO-, qui représentent globalement la basicité de notre solution, et on vous dit qu'on rajoute de l'acide chlorhydrique. Dans l'acide chlorhydrique, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les ions H3O+. C'est un dosage, réaction totale, une seule flèche. Ici, j'ai une base. Quel est l'acide conjugué de cette base-là? Vous l'avez dans les couples qui vous sont donnés, c'est la molécule d'eau. Et la base qui est conjuguée aux ions H3+, c'est également la molécule d'eau. On est évidemment en solution aqueuse. Ici, on est avec des molécules d'eau sous forme liquide. On est équilibré, donc on n'a pas de problème de coefficient stoichiométrique. Donc voilà pour l'équation de dosage. Ensuite, dans le cas de la neutralisation par le dioxyde de carbone, quelle est l'espèce carbonatée qui prédomine? Donc là, on est sur les diagrammes de prédominance. Donc, on rappelle qu'un diagramme de prédominance, c'est un diagramme en évolution de pH. Ici, on a un diacide, donc on a deux pKa, pKa1, pKa2, qui vous sont donnés. Pour le dioxyde de carbone dissous, les ions hydrogénocarbonates ensuite, on vous les donne à 6,4 et 10,3. Donc la question c'est quelle sera la forme ici prédominante par rapport à les couples qu'on vous donne. Il suffit de savoir quel sera le pH au moment de cette équivalence. Donc si je reprends mes courbes qui sont ici, pour la courbe verte, on va utiliser la méthode des tangentes, qui évidemment moi je ne vais pas faire au tableau, car je n'aurai aucune précision, mais je vous rappelle, la méthode des tangentes, on trace les deux tangentes au virage de notre courbe, on tracera ensuite la parallèle au milieu, et la séquente nous donnera ici le point d'équivalence. Si je regarde ici, je vais avoir à peu près un point d'équivalence par là, je vais avoir ici un pH de 8,3. Donc ça, ce sera notre pH à l'équivalence lorsque j'utilise le CO2. 8,3, je vais me trouver entre les deux pKa, donc l'espèce prédominante sera de la forme HCO3-. Ensuite, on nous dit d'en déduire l'équation de la réaction, de l'ajout de CO2. Donc, l'ajout de CO2, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai du CO2 dissous dans l'eau, qui va donc réagir toujours avec mes ions hydroxydes qui représentent la basicité de ma solution, et je vais former quoi? Des ions HCO3- et ici de l'eau, puisque l'acide conjugué de mes ions hydroxydes, ce sont les molécules d'eau. Voilà pour l'équation de la réaction.
Ensuite, on vous demande de comparer les points d'équivalence et d'interpréter le résultat. Donc, comparer les points d'équivalence, il va falloir que je trouve les deux points d'équivalence pour les deux méthodes qui ont été étudiées par les équipes d'étudiants. Donc ici, j'ai déjà trouvé le pH à l'équivalence dans le cas du CO2. Je vais également trouver ici le volume à l'équivalence pour le CO2. Donc ici, je peux mettre pH CO2. Je vais également faire la méthode des tangentes pour la deuxième courbe. Donc pareil, une tangente à ce virage, une tangente à ce virage, qui sont parallèles l'une à l'autre. Celle au milieu, donc je vais trouver ici quelque chose par ici. Donc je vais avoir ici un pH à l'équivalence dans le cas de l'utilisation de l'acide chlorhydrique qui vaut 7 à peu près unités de pH. Alors là, mon schéma est un petit peu mal fait, puisque normalement on trouve le même volume équivalent. On va tricher un petit peu. Voilà. Et le volume à l'équivalence, dans le cas du HCl, c'est pareil, c'est 20 ml. Donc on a 20 ml dans les deux situations comme volume équivalent. Donc ce qu'on va faire, on va comparer les volumes équivalents. Donc on voit qu'on a le même pour les deux méthodes. Par contre, le pH n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à l'équivalence, dans le cas de l'utilisation du CO2 dissous, on a un pH qui est à 8,3. Et par contre, pour l'utilisation de l'acide chlorhydrique, on a un pH à 7,0. Dans les deux cas, on est bien dans la fourchette autorisée par la réglementation, 6,5, 8,5. Donc on est bon, on est bien dans les règles. Ensuite, on nous dit, alors là c'est un petit peu plus délicat, on nous dit qu'on a VE le volume à l'équivalence, donc on l'a trouvé, pas de souci. On nous dit que pour les deux neutralisations évaluées graphiquement, donc on n'a pas de calcul à faire, les variations de pH, lorsqu'on n'est pas exactement à VE, mais à plus ou moins 2 gouttes. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez fait votre mesure de VE, mais vous en avez mis soit 2 gouttes de pas assez, soit 2 gouttes de trop. Donc on va avoir un encadrement en fait de notre volume équivalent. Donc graphiquement, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente? Déjà 2 gouttes. Alors 2 gouttes, vous savez peut-être qu'une goutte, en général, 0,05 ml. Un vingtième de millilitre. Ce qui fait que si je prends 2 gouttes, ici, en fait, je suis à 0,1 ml près. C'est-à-dire que je vais prendre mon volume équivalent, je vais faire 0,1 ml avant, 0,1 ml après, et je vais faire une espèce d'encadrement, une espèce de colonne ici. Alors, j'exagère volontairement sur mon graphique à moi. Donc ici, je vais me retrouver avec 0,1 en plus, 0,1 en moins. Et j'ai toute cette zone-là à considérer. Imaginons que je ne sois pas très précis sur mon dosage. Pour le CO2, on voit qu'on reste ici dans un écart de pH assez étroit. Je ne vais pas avoir beaucoup de variations de pH. Par contre, pour la courbe rouge, pour l'acide chlorhydrique, je vois que au minimum, j'aurai ici un pH qui va être aux alentours de 10, et au maximum ici, j'aurai un pH qui sera aux alentours de 5. Donc ça veut dire que si je ne suis pas très précis dans la méthode du CO2, c'est pas très grave. Le pH que je vais obtenir sera quand même acceptable par rapport aux réglementations. Par contre, si je ne suis pas très précis, et vous voyez 2 gouttes près, hein, c'est quand même pas énorme, pour la méthode de l'acide chlorhydrique, là je vais avoir des pH beaucoup trop différents et qui ne rentreront plus dans la réglementation. Donc l'intérêt de la méthode du CO2, c'est qu'elle est beaucoup plus fiable et malgré des écarts de dosage, on reste dans les clous en termes de réglementation. Alors pour l'extrait numéro 6, on s'intéresse à l'acide citrique dans un produit de détartrage pour des cafetières, bouilloires, etc. On vous explique qu'on a fait un dosage grâce à une solution d'hydroxyde de sodium, donc de soude NaOH. On vous donne l'équation de la réaction AH3. Alors l'acide citrique, c'est un triacide. C'est pour ça qu'on a AH3. On a 3 protons qui sont susceptibles d'être relâchés au fur et à mesure. Donc 3 protons au fur et à mesure. Il nous faudra donc 3 ions hydroxy. Et on obtient de l'autre côté la base conjuguée, donc A3-, ici, et 3 molécules d'H2O qui sont les molécules, les acides correspondant aux ions hydroxyde.
On vous dit, à partir de l'exploitation des courbes données ci-dessous, déterminer la concentration molaire d'acide citrique de la solution titrée. Donc vous avez comme courbe l'évolution de pH, qu'on peut utiliser avec la méthode des tangentes, mais on a une courbe beaucoup plus intéressante en dessous, qui est la dérivée du pH. Donc du coup, c'est quand même plus simple à utiliser. Donc sur la courbe, ce que je peux remarquer tout de suite, c'est qu'on a un volume équivalent de 31 ml. Donc hein, je vous rappelle, on prend la dérivée, le pic, et on regarde à quel volume on a le maximum, l'extrémum. Donc ici, on a 31 ml. À quoi ça va nous servir? Tout simplement, vous savez qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc il va falloir ici regarder les coefficients. Donc à l'équivalence, en quantité de matière, je vais avoir la quantité de matière d'acide citrique. Donc on va noter ça, N de AH3 divisé par son coefficient. Donc ici j'écris le 1 pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire, ici, qui va être égal tout simplement à la quantité de matière des ions hydroxy qui ont été introduits divisé par 3, puisqu'on a un coefficient 3. Donc la suite vient naturellement. Donc ici, on va pouvoir trouver que la concentration ici en acide fois le volume en acide égale la concentration en base fois le volume en base divisé par 3. On nous demande la concentration en acide, donc je vais mettre le volume de l'autre côté. Donc je vais avoir Ca égale Cb fois Vb divisé par 3 fois Va. Alors Cb, Vb et Va sont des données de l'énoncé, donc je peux faire mon calcul, donc je vais pouvoir faire une application numérique. Donc je vais avoir Ca égale, on me donne 1, 10 moins 1 mol par litre pour Cb. Vb, on est à 31 ml, on vient de le trouver grâce au volume équivalent. Alors, on peut mettre un 31,0 si on est assez sûr de son résultat. Je trouve ça un petit peu exagéré, mais pourquoi pas. Toujours en millilitres, donc je le passe en litres. 3 fois Va, et le volume d'acide qu'on avait au départ sur notre solution titrée était de 10 ml. 10,0, 10 moins 3. Alors pourquoi mettre le 10-3 en litres? Vous voyez que de toute façon ils vont s'annuler, donc soyez cohérents avec vos unités pour éviter les problèmes de puissance de 10. Et on arrive à 0,103 mol par litre. Donc voilà, on a calculé la concentration en acide citrique dans notre ici échantillon de départ. Ensuite on nous parle du pourcentage en masse. Donc, le pourcentage en masse, c'est la masse de l'entité qu'on a étudiée divisée par la masse totale. Donc ici, le pourcentage en masse qu'on cherche, on appelle P1, ça va être la masse d'acide citrique sur la masse tout simplement du sachet qu'on a dissous au début de l'expérience. Et la masse du sachet, c'était 40 grammes, c'est dans l'énoncé. Alors il faut savoir que nous, on a mis 40 grammes dans 2 litres d'eau. C'était le départ. On a ici une concentration en acide qui est la quantité de matière divisée par le volume. Hein, c'est la définition de la concentration molaire. Donc notre concentration molaire, c'est le nombre de moles d'acide divisé par le volume. Or, on vous demande un pourcentage massique. Donc il va falloir transformer cette quantité de matière en masse. Donc on va passer avec la masse molaire. Donc ici on va pouvoir changer ce petit Na en masse divisé par... Alors on va le faire en 2 temps, divisé par la masse molaire. Toujours sur le volume. Voilà, donc je vous rappelle le triangle entre les masses, masse molaire et quantité de matière. Donc résultat, pour pouvoir faire mon pourcentage massique, masse du sachet je connais, 40 grammes on me le donne, pour trouver ma masse d'acide, vous voyez, on va transformer un petit peu notre formule ici, et j'en conclus de tout ça que la masse d'acide citrique, ici, d'accord, ça va être Ca fois V fois
la masse molaire. Hein, donc le V est reparti de l'autre côté, la masse molaire également. CA, je l'ai calculé, V, on me le donne au départ, et MA, c'est la masse molaire de l'acide citrique qui vaut 192 grammes par mol. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ici le transfert dans ma formule ici. Donc pour trouver maintenant P1, pourcentage massique, ben, je vais prendre tout ça divisé par la masse du sachet, tout simplement. Donc on va reprendre Ca fois V fois masse molaire de l'acide citrique divisé par la masse du sachet. Ce ne sont que des nombres que je connais, je peux donc faire l'application numérique. Donc dans l'application numérique, ici on a notre concentration 0,103 mol par litre, notre volume on avait mis 2 litres, notre masse molaire de l'acide citrique, je vous ai dit, c'est 192 grammes par mol, et la masse du sachet, 40 grammes. Donc on va mettre tout ça ensemble et on obtient 0. Donc pourcentage massique, 0,992. Alors on ne va pas le laisser sous cette forme-là, on va le mettre en pourcentage, c'est quand même plus simple. Donc on arrive à 99,2%. Pour info, hein, dans le sujet, on nous dit que le contenu est à 100% de l'acide citrique. C'est ça qu'il y a sur l'étiquette du produit. Donc on n'est pas tout à fait dans les clous. Mais on nous demande, après, dans la question suivante, de calculer l'incertitude, justement, puisque toutes les données qu'on avait ici ont peut-être une marge de précision, et du coup, on pourrait arriver au 100%. C'est ce qu'on va vérifier dans la suivante. On nous donne donc l'incertitude relative. Donc, je vous rappelle que l'incertitude relative, c'est l'incertitude absolue divisée par la grandeur qu'on est en train d'étudier. On va se faire un petit peu de place. Donc, on va utiliser la formule qui nous est donnée ici, concernant l'incertitude absolue ici. Hein, on reconnaît la formule habituelle de l'incertitude relative, hein, avec le P qui serait en dessous de ce côté, et la racine avec toutes les incertitudes relatives de chaque élément de notre formule au carré dans la formule. Ici, on a l'incertitude relative par rapport à la concentration de la base qu'on a utilisée pour faire le dosage, l'incertitude relative du volume équivalent qu'on a pu repérer, l'incertitude relative du volume d'acide qu'on a prélevé au départ, et l'incertitude relative du volume de dissolution, là, les 2 litres qu'on a au départ. On nous dit que la précision relative de la verrerie étant de 0,5%. Donc là, bon, on va faire une application numérique, hein, pour calculer justement ce delta P. Donc, le pourcentage massique, hein, on l'a trouvé tout à l'heure, donc 99,2%, multiplié par en racine. Alors, ici, on vous dit la précision relative de la verrerie. Donc la verrerie, ça va être pour tout ce qui est les volumes qu'on a prélevés. Donc les volumes qu'on a prélevés, ce sont ces deux-là. Donc ici, si je remplace, on va le remplacer en couleur, cette précision relative ici, là, à l'intérieur de la parenthèse, on nous dit c'est 0,5%. Donc 0,5%, ça fait 0,005. Donc pour les deux valeurs qui sont là, hein, c'est les 0,5% de précision relative. On vous dit que pour l'incertitude sur le volume équivalent ici, on a 1% d'écart. Donc ici, on a une incertitude relative à 0,01. Et l'incertitude première sur ici, l'incertitude relative sur la concentration, on vous la donne dans l'énoncé. On vous met 0,02 sur 1. Du coup, ici, on aura comme calcul 0,02 sur 1. Ça, c'est dans l'énoncé. Donc du coup, là on va pouvoir faire notre calcul, hein. Je vais juste recopier ma fraction. Donc ici j'ai 0,02 carré plus 0,01 carré plus 0,005 carré plus 0,005 carré, tout ça en racine. Donc ça va me permettre de calculer le delta P. Donc l'incertitude absolue concernant le pourcentage massique.
Et j'arrive, une fois que j'ai fait tout ce calcul, à un delta P de 0,02. Là, j'ai un delta P 0,02. C'est un pourcentage massique, donc c'est un pourcentage, donc on va le mettre en pourcent, c'est-à-dire 2%. Donc l'incertitude, la marge de précision sur mon pourcentage massique est de 2%. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait un pourcentage massique, P1, on avait trouvé tout à l'heure 99,2%. Ça veut dire que mon pourcentage massique, il est compris, si je tiens compte cette fois-ci de l'incertitude de ma verrerie, de mes calculs, etc., entre ça moins 2%, donc quelque chose de l'ordre de 97,2%, et bon, évidemment 100%, on ne peut pas avoir plus de 100%. Donc, on est, par rapport à l'étiquette qui nous annonce 100%, on a un pourcentage massique qui est cohérent. Alors, pour l'extrait numéro 7, on va s'intéresser à différents produits de protection de la chlorose chez les végétaux, avec un jardinier qui possède un produit dont il ignore la composition, il ne sait pas de quel produit il s'agit, et donc on va doser les ions fer 2 qui sont contenus dans ce produit afin de l'identifier. Vous avez tout de suite vu que dans le document qu'on vous donne, les différents produits commerciaux sont tous différenciables par leur quantité, leur concentration massique en fer 2 dans leurs produits. On vous demande, donc on vous donne l'équation du titrage, on va dire qu'on va doser les ions fer 2 par des ions MnO4- ici, le permanganate. On vous demande comment on va repérer l'équivalence lors de ce dosage. Alors vous savez que les ions permanganates sont des ions qui sont violets, tous les autres ions et espèces ici seront incolores. Au départ, on a dans notre solution titrée uniquement des ions fer et de l'acide, incolores au départ. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des ions permanganates qui sont violets, ces ions permanganates vont être consommés par les ions fer 2. Donc il n'y aura plus d'ions permanganates, toute la réaction va se dérouler et on obtiendra uniquement des ions fer 3 et des ions Mn2+, qui eux sont incolores. Donc au départ, à chaque rajout de ma solution titrante de permanganate, la solution restera incolore. À partir du moment où on a consommé tous les ions fer 2, on arrive à l'équivalence, tous les ions MnO4- que je vais rajouter seront en excès, donc ils vont rester dans la solution, et donc la solution va devenir violette. Voilà comment on va repérer l'équivalence. À partir de ce titrage, le jardinier a réussi à déterminer le nom du produit commercial mis à sa disposition. Futé le gars. On vous demande d'expliquer sa démarche, ses calculs, et donc du coup de donner le nom du produit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différences entre ces produits, ce sont les concentrations massiques en grammes par litre de fer 2. Donc ce qu'il faudrait, c'est connaître, grâce au dosage du monsieur, du jardinier, quelle est la concentration massique. C'est ce qu'il a dû faire. Alors on ne va pas pouvoir trouver la concentration massique tout de suite, on va d'abord passer par la concentration molaire, et ensuite utiliser la masse molaire pour trouver la concentration massique. Vous savez qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est pour ça qu'on a l'équation de réaction. Donc à l'équivalence, la quantité de matière des ions MnO4- que j'ai introduit, ajouté, divisé par le coefficient stoichiométrique, bon, ici c'est 1, ça va être égal au, mettre à la bonne hauteur, à la quantité de matière des ions fer 2 initiaux divisé par le coefficient, ici 5. Donc ça c'est à l'équivalence. On en vient tout de suite à la concentration, ici, qu'on vous a noté, concentration 2. Donc c'est la concentration ici de la solution de permanganate de potassium, multiplié par le volume à l'équivalence, divisé par 1, alors on ne va pas remettre le divisé par 1, on ne va pas le garder jusqu'au bout, égale, ici, la quantité de fer 2, donc c'est la concentration qu'on cherche, justement, on va l'appeler C', puisqu'on vous dit que la solution s'appelle S', donc il est logique de prendre une concentration C', multiplié par le volume qu'on avait pris V1 au départ pour notre dosage, divisé par 5. Moi, ce que je cherche, c'est C', donc je vais l'isoler, je vais le mettre tout seul, C' égale, donc le 5 va aller de l'autre côté, le V1 va aller en bas,
Donc je vais avoir 5 fois C2 fois VE divisé par V1. Et donc tout ça, ce sont des données de l'énoncé. Donc je vais pouvoir faire une application numérique tout à l'heure. Sauf que ça, c'est la concentration de la solution S'. Cette solution S', c'est une solution qu'on a obtenue en diluant le produit au départ du fabricant. On l'a dilué 30 fois. Vous savez que quand on dilue une solution, 30 fois par exemple, on va réduire sa concentration. C'est ça que ça veut dire diluer. Ça veut dire que la concentration d'origine, petit c, elle est 30 fois plus importante que la concentration une fois que j'ai dilué. Donc, pour trouver la concentration initiale du produit, concentration molaire, il faut que je multiplie par 30. Donc, c'est-à-dire, ici, 30 fois 5 fois C2 fois VE fois V1. Ça va me donner la concentration molaire en ion fer2 dans le produit initial du jardinier. Mais dans le tableau, on ne nous parle pas de concentration molaire, mais de concentration massique. Donc il faut passer des moles par litre en grammes par litre. Donc ça, je vais le faire grâce à la masse molaire. Donc la concentration massique en ion fer2, c'est la concentration molaire en mol par litre multipliée par la masse molaire du fer. Alors on prend la masse molaire du fer, des ions fer, c'est la même chose, parce que vous savez que les électrons ne participent pas, on les néglige dans la masse molaire, dans la masse atomique. Donc masse molaire du fer, masse molaire des fer2 ou fer3, ce sera la même chose. Résultat ici, je vais pouvoir reprendre mon expression du dessus. C fois masse molaire, donc C c'était 30 fois 5 fois C2 fois VE divisé par V1. Et j'ai plus qu'à le multiplier par la masse molaire du fer. Pourquoi je fais ça et pourquoi je ne fais pas des petits calculs intermédiaires? Je vous rappelle que plus vous allez faire de calculs intermédiaires, plus vous allez faire d'approximations qui vont s'ajouter les unes aux autres, voire se multiplier les unes aux autres, faire des erreurs de calcul, des erreurs d'unité. Donc l'intérêt est de faire une formule finale pour ne faire qu'une seule application numérique. Ici, je n'ai que des choses que je connais et j'obtiens bien la concentration massique que je cherche. Donc maintenant, je peux faire une application numérique. Donc, je ferai mon application numérique de la concentration massique en fer 2, dans mon produit. Donc, on remplace ici C2 par 5-10-2, puisque c'était la concentration qu'on nous donnait. VE, on nous a donné 9,5 ml. La prise de départ était de 20 ml et la masse molaire du fer 56 vous est donnée dans l'énoncé. Si vous faites votre calcul, vous obtenez 20 grammes par litre. Donc on a déterminé que la concentration massique était de 20 grammes par litre. Donc moi je reprends mon document, je regarde dans le tableau qu'on me donne quel est le produit commercial qui a une teneur en fer de 20 grammes par litre. On a de la chance, il n'y en a qu'un, c'est le fer Sony H39F. Voilà quel est le produit que le jardinier avait dans son récipient. On va se faire un petit peu de place pour la suite. Donc, on va pouvoir prendre la suite. On nous dit que le jardinier, pour être sûr de son coût, a refait plusieurs fois ce dosage, de façon à vérifier ces données. Et il y a un exemple où il a une valeur complètement différente des autres. Et on vous dit qu'il peut y avoir deux erreurs possibles, qui ont pu être des erreurs de manipulation. Soit la solution titrante de permanganate, donc des ions MnO4-, a été diluée, donc on n'a plus la bonne concentration de la solution titrante, soit que le volume à doser, donc au départ le volume de solution de fer inconnue, a été pris en trop faible quantité. Et on voudrait savoir quelle est l'erreur qui amènerait l'erreur de manipulation qui amènerait l'erreur de résultat constatée. On vous demande de préciser déjà quel va être l'impact sur le volume à l'équivalence, donc VE, de ces deux erreurs. Donc, je vous ai remis la formule qu'on vient de trouver dans la question précédente, et on nous demande l'influence sur VE. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler VE. Donc, je vais mettre VE tout seul de son côté. Donc, on voit que V1 va aller de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, j'avais CM du fer, donc il va se retrouver avec fois V1. Et le 150, le C2 et le masse molaire du fer vont se retrouver en dessous.
Donc 150 fois C2 fois masse molaire du fer. Donc ça, c'est une autre façon d'écrire la même égalité. Imaginons, donc premier cas, on nous dit, donc dans le premier cas, on a une concentration de la solution titrante qui a été diluée, donc la concentration est plus faible. Donc C2 a baissé, puisqu'on a dilué. C2, il est où? Il est ici. Si le chiffre qui est en bas diminue, comme c'était une division, le résultat va augmenter. Donc si j'ai dilué ma solution titrante, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un VE qui va augmenter. Donc voilà, une première erreur de manipulation induit que le volume à l'équivalence va être supérieur. C'est un petit peu logique. Vu que votre solution titrante elle est moins concentrée, il va falloir en mettre plus pour arriver à l'équivalence. Il y a une certaine logique. La deuxième erreur de manipulation qui est évoquée ici, c'est le volume V1 qui a été prélevé au départ. Pareil, on n'en a pris pas assez, on n'en a pas pris assez. Donc on a un V1 qui est plus petit. Alors là, on n'a même pas regardé, on va essayer de travailler intuitivement. Si j'ai un volume à doser qui est plus faible, ben, il va falloir moins de solutions titrantes pour arriver à l'équivalence. Donc mon volume à l'équivalence va être plus faible. On va vérifier ici, V1 il est là. Si V1 est plus petit, vu qu'il est en haut de la division, forcément VE aussi va diminuer. Donc j'ai deux erreurs de manipulation, vous voyez, qui n'ont pas le même impact. Une erreur va faire augmenter le volume à l'équivalence, l'autre erreur va faire diminuer le volume à l'équivalence. Ensuite, on nous dit, si on admet qu'une seule erreur de manipulation est la cause, donc là, le jardinier, lorsqu'il a eu son erreur de résultat, on va dire qu'il a fait qu'une seule erreur. Parce que s'il commence à avoir fait les deux, ça va devenir compliqué. On vous demande, globalement, celle qui va être la cause d'une valeur très élevée de la concentration. Donc, il a trouvé une valeur de concentration bien supérieure aux autres cas. Et on vous demande, typiquement, quelle est l'erreur qu'il a commise en justifiant. Alors, on reprend la formule qui est ici. Lui, il a fait ce calcul-là en ayant un volume équivalent ici, comme tout à l'heure, pendant, mettons, 19 expériences. Il y a une expérience où ça ne marche pas. Ici, il a un résultat largement supérieur. Comment faut-il que VE ait évolué pour augmenter la concentration? Si VE diminue ici, la concentration aussi va diminuer, puisqu'il est en haut. Et si VE augmente, la concentration aussi va augmenter. On vous dit qu'il a trouvé une concentration largement supérieure. Ça veut dire que CM a augmenté, donc VE a augmenté. Dans quel cas VE a augmenté? Dans celui-ci. C'était la première proposition qu'on vous mettait, c'est-à-dire que la concentration C2 a diminué, c'est-à-dire la solution titrante de permanganate a été diluée par mégarde. Et d'avoir dilué cette concentration lui fait obtenir par effet domino une concentration ici bien trop importante. Pour l'extrait numéro 8, on va s'occuper de l'acide lactique contenu dans le lait. On vous dit qu'on va doser cette quantité d'acide lactique pour savoir si le lait est frais ou pas, puisque c'est la quantité, la concentration massique d'acide lactique dans le lait qui nous permettent de déterminer s'il est consommable ou pas. On vous demande d'écrire l'équation de réaction support du titrage. Donc on va titrer l'acide lactique, donc C3H6O3 en solution. On va le titrer, on vous dit qu'on va le titrer par une solution d'hydroxyde de sodium. Donc ce sont les ions hydroxyde ici qui nous intéressent. C'est une réaction de titrage, elle est donc totale, une seule flèche, et ici on va donc perdre un proton. Donc C3H5O3-, et on va obtenir l'acide conjugué des ions hydroxyde, c'est-à-dire une molécule d'eau. Donc on a de la chance, ici encore une fois, les coefficients stoichiométriques sont à 1, ça va nous aider pour la suite. On nous demande de justifier le choix de la phénolphtaléine comme indicateur de fin de réaction. Alors tout simplement, on va regarder la courbe de dosage de titrage qu'on nous met en document, et on voit que si on regarde globalement, le saut de pH va se situer aux alentours de 8, un peu plus de 8 degrés, 8 en pH, pardon. Et il va falloir regarder quel est l'indicatif coloré qui a sa zone de virage qui comprend
8 pH. Et dans ce qu'on nous propose, il n'y a que la phénolphtaléine qui a une zone de virage entre 8 et 10, donc qui correspond bien à ici notre saut de pH. Ensuite, on nous demande pourquoi on n'ajoute que 2 gouttes de phénolphtaléine. Il faut savoir que la phénolphtaléine ici va être sous forme acide et va réagir pour donner sa forme basique ensuite, ce qui fera le changement de couleur. Le problème, c'est qu'on est en train de faire un dosage d'un acide. Donc si je mets trop de phénolphtaléine, je vais induire une surconsommation d'ion hydroxyde, et du coup je vais modifier, je vais perturber mon volume équivalent. Je vais faire une espèce de réaction parasite. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop, de façon à ce que la quantité de phénolphtaléine soit largement négligeable par rapport à l'acide lactique que je suis en train de doser. Et maintenant la grosse question de cette partie-là, le lait dosé est-il frais? On vous demande un raisonnement argumenté et des calculs. Alors, pour savoir si ce lait est frais, il faut connaître son degré d'Ornick. Pour connaître son degré d'Ornick, il faut connaître sa concentration massique. Pour connaître la concentration massique, je ne peux pas le faire directement, je vais utiliser la concentration molaire. Ce que je sais dans un dosage, c'est qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans leur proportion stoichiométrique. Donc ici, la quantité de matière, alors je vais mettre AL, acide lactique, ça ira plus vite, initiale égale la quantité de matière des ions hydroxydes qui ont été ajoutés. Donc ici, tout simplement, on va reprendre les données de l'énoncé. Donc ici, j'ai CAVA égale CBVB. On va mettre VE, puisque c'est le volume à l'équivalence, on l'écrit souvent VE. Moi, ce que je cherche, c'est la concentration molaire en acide. Donc c'est BVE divisé par VA. Mais quelque part, ce n'est pas la concentration molaire qui m'intéresse pour connaître le degré d'Ornick, mais la concentration massique. Pour passer de la concentration molaire à la concentration massique, je vais utiliser la masse molaire, tout simplement. Donc moi, je veux connaître la concentration massique en acide lactique. Ça va être ma concentration molaire multipliée par la masse molaire de l'acide lactique, tout simplement. Donc je vais reprendre ma formule du dessus. Donc CB fois VE divisé par BA multiplié par la masse molaire de l'acide lactique. Une fois que je connais tous ces éléments-là que j'ai dans mon énoncé, je peux calculer la concentration massique en acide lactique et donc déterminer le degré d'Ornick. Donc là, je peux faire une application numérique. Donc ma concentration massique ici. Alors, la concentration de la base, on me dit 0,111 mol par litre. Le volume à l'équivalence, on nous donne un volume à 2,1 ml. Le volume d'acide qu'on avait utilisé au départ était de 10 ml. Et la masse molaire de cet acide, ici l'acide lactique, est de 90 grammes par mol. Je fais mon calcul et j'obtiens une concentration ici de 2,1 grammes par litre. Dans la définition de l'acidité d'un lait, on nous dit que le degré d'Ornick, 1 degré d'Ornick correspond à 0,1 g par litre. Donc ici, cela correspond à 21 degrés d'Ornick. Le lait est-il frais? Non, car on a le droit d'aller pour un lait frais jusqu'à 18 degrés d'Ornick inclus. On est bien au-dessus, donc le lait n'est pas frais. La question suivante, c'est pourquoi ça? Pourquoi utiliser une solution de soude d'Ornick qui est à 0,111 mol par litre? Alors ce nombre, il ne vient pas de nulle part, il vient tout simplement d'une facilité de calcul. Si vous regardez ici, j'ai 0,111 et j'ai 90 de masse molaire pour l'acide lactique. Si je fais 90 fois 0,111, j'obtiens 10. Ça veut dire que ça va me simplifier énormément les calculs. Si vous avez remarqué, le volume équivalent qu'on nous avait donné était de 2,1 ml. En ayant 2,1 ml de solution d'Ornick rajoutée, j'obtiens une concentration de 2,1 g par litre en acide lactique et donc 21 degrés. Ce qui fait que là, en utilisant cette concentration précise, par simple lecture du volume à l'équivalence, par exemple, si je trouve 1,4 ml de volume équivalent, j'ai plus qu'à multiplier par 10 et j'aurai les degrés d'Ornick. Donc 1,4 va me donner 14 degrés d'Ornick.
Donc c'est pour une commodité de calcul, sans refaire toute la démonstration et les calculs, par simple lecture du volume équivalent, je multiplie par 10 et j'obtiens l'acidité de mon lait. Donc deuxième partie sur cet extrait numéro 8, on va maintenant doser les ions chlorure. On vous parle d'une certaine maladie qui peut se présenter dans les troupeaux de vaches laitières, cette maladie va amener un taux d'ions chlorure trop important dans le lait, qui va le rendre impropre à la consommation. Donc ici on va essayer de doser un lait, donc les ions chlorure, pour vérifier si ce lait est consommable. On vous dit au départ que le lait va être dosé par une solution de nitrate d'argent, puisque vous savez que les ions argent et les ions chlorure vont réagir ensemble pour faire un précipité d'AgCl, le chlorure d'argent qui a la propriété de noircir à la lumière. Donc ici, on vous demande tout simplement la réaction support. Eh bien, on est en train de doser les ions chlorure par des ions argent pour donner un précipité AgCl solide. Voilà, tout simplement pour la réaction, l'équation de réaction. Ensuite, on vous dit, parmi les représentations graphiques suivantes, vous avez 4 propositions de suivi conductimétrique. Donc ici, c'est un dosage par conductimétrie. Et vous avez 4 possibilités d'évolution de la conductivité à l'intérieur de notre solution. Alors là, il faut maintenant se faire une petite représentation. Au départ, on a des ions chlorure. On a des Cl-. À chaque fois qu'on va rajouter un petit peu de solution titrante, on a un ion argent qui va réagir avec un ion chlorure. Donc, ça, il n'y aura pas de conductivité puisqu'on va fabriquer un solide, un précipité. Par contre, j'aurai un ion NO3- qui va arriver. C'est-à-dire qu'en bilan, j'avais au départ un ion chlorure, et après chaque réaction, je me retrouve avec un ion NO3-. Donc je vais reprendre mon document, le tableau avec les conductivités. Et on vous dit que quand je compare les conductivités des ions Cl- et des ions NO3-, les NO3- ont une conductivité inférieure. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais introduire un petit peu de solution titrante, je vais me retrouver avec des ions qui ont une plus faible conductivité que ceux d'avant. Donc la conductivité va descendre. Donc typiquement, dans mon graphique, la conductivité sigma au fur et à mesure du volume va commencer par descendre. Je vais diminuer en remplaçant, entre guillemets, les ions Cl- par les ions NO3-. Une fois que je suis arrivé à l'équivalence, j'ai plus de Cl-, puisque je les ai entièrement consommés. Et je rajoute pourtant encore des ions, des argents et des NO3-. Si je rajoute plein d'ions, j'augmente à fond la conductivité, donc la conductivité va remonter. Donc quelle est la courbe qu'on vous propose qui a cette allure-là? C'est la proposition 3. Donc voilà l'aspect vraiment général de la courbe de suivi. Ensuite, on vous demande, le lait analysé est-il mamiteux? Alors on vous a dit qu'un lait mamiteux a une concentration en ions chlorure supérieure à 1,4 g par litre. Donc ce qu'il faudrait savoir, c'est quelle est la concentration massique en ions chlorure de ce lait. Eh bien, on va prendre ici notre équation de réaction. Vous savez qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans leur proportion stoichiométrique, c'est-à-dire, on a de la chance ici, les coefficients sont 1. J'ai la quantité de matière de chlorure égale la quantité de matière d'ion argent. Donc tout simplement, je vais reprendre les données qui sont dans notre énoncé pour trouver la concentration molaire en ion chlorure. Une fois que j'aurai cette concentration molaire, je vais réutiliser la masse molaire du chlore pour obtenir la concentration massique, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'acide lactique. Alors, si je reprends donc les données ici de notre énoncé, je vais avoir ici, donc on va avoir un C1V1 égale C2V2. Moi, je cherche tout simplement la concentration 1 d'ion chlorure. Ensuite, donc je vous rappelle, pas de calcul intermédiaire pour éviter les problèmes de précision et d'erreurs de manipulation. Je vais passer directement à la concentration massique. Donc la concentration massique, allez, on va l'écrire en entier en chlore, c'est la concentration molaire multipliée tout simplement par la masse molaire du chlore. Donc je réutilise la formule que je viens d'écrire, C2V2 sur V1 multiplié par la masse molaire du chlore.
Ici, toutes ces données-là sont dans l'énoncé, donc je peux faire mon calcul et déterminer quelle est la concentration massique. Suivant le résultat que je vais obtenir, je pourrai déterminer si le lait est mammiteux ou pas. Donc je fais l'application numérique. La concentration massique en ion en chlorure. Et ici, on obtient le calcul de 1,03. 1,03 grammes par litre. On m'a dit que pour qu'un lait soit mammiteux, considéré comme mammiteux, il faut que la concentration soit égale ou supérieure à 1,4 g par litre. Ici, on est inférieur, donc on est bien dans la marge qui nous était donnée de 1,08 à 1,2. Le lait n'est donc pas mammiteux. Alors, dans l'extrait numéro 9, on va s'intéresser à l'acide ascorbique. On vous dit ici qu'on va doser l'acide ascorbique d'un comprimé de vitamine C. Vitamine C, acide ascorbique, c'est la même chose. Pour vérifier l'étiquette du fabricant, tout simplement, qui nous annonce 500 mg par cachet. On vous demande de réaliser un schéma annoté du montage expérimental nécessaire à la mise en œuvre du titrage. Alors, je vous renvoie au début sur les généralités pour le montage du titrage. Ici, il faudra rajouter une sonde pH métrique puisque c'est un dosage pH métrique en évolution de pH. Ensuite, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction. On nous a dit l'acide ascorbique sera noté AH. Donc, on dose l'acide ascorbique sous forme aqueuse, diluée. On l'a dosé par quoi? Donc là, on vous dit qu'on a utilisé une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, ce sont des ions hydroxyde, ici HO-. C'est une réaction de titrage, elle est donc totale une seule flèche. L'acide ascorbique va donner sa base conjuguée, va perdre un proton, donc A- qui sera la base conjuguée. Et les ions hydroxydes vont donner leur acide conjugué, qui est la molécule d'eau. Voilà pour l'équation de titrage. Ensuite, on vous dit, à partir du protocole mis en œuvre et des résultats obtenus, déterminer la masse d'acide ascorbique dans un comprimé. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir la faire directement, on va le faire par étapes. Ce qu'on va faire déjà, c'est connaître la quantité de matière qu'il y a dans les 10 ml qu'on a prélevés, puisque vous avez bien remarqué que le dosage se fait sur 10 ml. On a pris notre comprimé, on l'a broyé, on l'a mis dans une fiole jaugée de 200 ml pour le diluer, et ensuite on n'a prélevé que 10 ml à doser. Donc déjà, il y aura un moment une multiplication à faire. Donc ce qu'on va faire, on va déjà dire qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans leur proportion stoichiométrique. Ici, on a deux coefficients stoichiométriques 1, donc ça va être pratique. Donc à l'équivalence, la quantité de matière d'acide égale la quantité de matière de base. Alors je vais mettre A et B parce que ça va simplifier les écritures. L'acide, c'est celui-là, la base, c'est les ions d'oxyde, à l'équivalence. Donc ici, j'ai CaVa. Alors non, je ne vais pas passer par là. Je vais laisser en quantité de matière, vous allez voir pour la suite. Donc la quantité de matière d'acide, c'est tout simplement la concentration de base qui vous est donnée fois le volume à l'équivalence. Un volume à l'équivalence ne nous est pas donné. On vous donne une jolie courbe de suivi de pH. Et donc sur cette courbe, on va utiliser la méthode des tangentes. Une fois n'est pas coutume, vous n'avez pas la courbe de dérivée de l'évolution de pH. Donc vous êtes obligé d'utiliser la méthode des tangentes. Et vous allez repérer, grâce à la méthode des tangentes, le volume à l'équivalence. Alors, comme volume à l'équivalence, on va se le noter dans un coin, 13,6 ml. Donc je vous invite à prendre le temps de faire la méthode pour bien vous entraîner à retrouver les volumes à l'équivalence. Donc je vais pouvoir assez facilement trouver la quantité de matière présente dans les 10 ml de notre dose ici. Mais moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la quantité de matière, c'est la masse, puisqu'on me demande de montrer qu'il y a bien la bonne masse dans le cachet. Donc pour passer de la quantité de matière à la masse, je vais utiliser la masse molaire. Donc la masse molaire, ici, va me permettre de trouver la masse. Donc la masse de l'acide, ça va être ici notre quantité de matière d'acide multipliée tout simplement par la masse molaire de l'acide ascorbique. Ça sera valable pour les 10 ml, je rappelle. Donc c'est BVE multiplié par masse molaire de l'acide. Étant donné qu'au départ, mon cachet, je l'ai dissous dans 200 ml et je n'en ai prélevé que 10 ml, la quantité d'acide ascorbique au départ est 20 fois plus grande. Moi, je n'en ai pris que 1/20. Donc la quantité, la masse d'acide ascorbique dans un comprimé total, ça va être 20 fois
la masse d'acide que moi j'ai trouvée dans mes 10 millilitres que j'ai prélevés. Donc 20 fois CbVe fois masse molaire de l'acide ascorbique. Donc grâce à ça, je peux faire mon calcul maintenant. Hein. Je vous rappelle, une seule formule pour un seul calcul. On évite les calculs intermédiaires pour des soucis de précision et d'erreurs éventuelles de calcul. Donc la masse d'acide ascorbique dans un comprimé. Donc on va faire l'application numérique ici. La masse molaire de l'acide ascorbique, étant donné qu'on a, on ne l'a pas marqué ici, mais on a sa formule brute et on a toutes les masses atomiques qui sont données dans votre document, on va pouvoir trouver la masse molaire hein, en faisant 6 fois la masse atomique du carbone, etc., avec les oxygènes et les hydrogènes. On trouve à la fin ici 479 mg. Donc 479 mg pour les 500 mg qui étaient annoncés sur le comprimé, on n'est pas trop mal. On nous dit préciser les sources d'erreurs possibles et calculer donc justement l'écart relatif entre masse théorique et masse expérimentale. Alors, les erreurs, elles sont d'ordre de manipulation, par exemple. Lorsqu'on a pris notre cachet, on vous dit, on l'a broyé et on l'a mis dans une fiole jaugée. En le broyant et en le transvasant, on a pu en laisser un petit peu sur les parois du mortier ou on a pu en perdre un petit peu dans l'entonnoir qu'on a utilisé. Lorsqu'on l'a dilué, donc dissous dans de l'eau dans la fiole jaugée, il y a un trait de jauge, on l'a peut-être mal repéré. Même chose quand on a prélevé les autres volumes, les 10 ml à prélever pour être dosé, on a pu faire une erreur à ce moment-là. Même chose, grosse source d'erreur, c'est la lecture graphique du volume à l'équivalence sur notre courbe. Donc voilà, toutes ces erreurs-là peuvent être source d'un écart à la fin. Et donc l'écart ici relatif, donc je vais faire en valeur absolue la masse expérimentale, que je viens de trouver, moins la masse théorique, donc celle qu'il y a sur l'étiquette par exemple, divisé par la masse théorique. Et tout ça bien sûr en valeur absolue parce que je me fiche de savoir si je suis un peu au-dessus, un peu en dessous, hein, c'est un écart relatif. Donc ici, on a tout simplement 479 moins 500 divisé par 500, ce qui nous donne 4,2%. Donc on a 4,2% d'écart entre notre valeur expérimentale et la valeur théorique. On est en dessous des 5%, c'est quelque chose de relativement acceptable. Alors dans la deuxième partie, on va parler d'autres types de dosage, de titrage sur l'acide ici. On a la première proposition qui est avec un indicateur coloré. Au lieu de faire un suivi pH métrique, plutôt un indicateur coloré. On nous donne une liste d'indicateurs colorés et globalement on nous dit quel serait celui qui serait envisagé ici. Alors on va tout simplement reprendre notre travail sur la courbe de pH qu'on avait utilisée tout à l'heure. Vous avez dû faire la méthode des tangentes pour trouver le volume à l'équivalence. Maintenant on peut aussi se servir de cette méthode des tangentes pour trouver le pH à l'équivalence. Donc là si on trace nos tangentes, la troisième entre les deux, on va trouver un pH à l'équivalence d'environ 7,8. Donc 7,8, il nous faut donc un indicateur coloré qui contient dans sa zone de virage ce pH de 7,8. Et celui qui correspond ici, ce sera le rouge de Crézol. Voilà, petite question assez simple. On va continuer sur le titrage conductimétrique. Alors le titrage conductimétrique ici, on vous propose de le faire avec une solution d'acide ascorbique de l'ordre de 6,10-3 mol par litre, par une solution d'hydroxyde de sodium, donc de soude, de 1,10-1 mol par litre. On vous donne la verrerie dont on dispose et on vous demande pourquoi c'est pas pertinent de faire ça. C'est un peu étrange quand même de se partir là-dessus. Pourquoi c'est pas pertinent? Alors, c'est un petit peu compliqué. Ce qui se passe, c'est le problème de proportion. Ici, on a une concentration en acide ascorbique qui est de 6,10-3 environ. Alors, on a vu tout à l'heure que la concentration CaVa égale CbVb à l'équivalence. On revient sur le travail d'avant. Vb, c'est le volume qu'il va falloir que j'ajoute de soude dans mon dosage. Donc, Vb, ça va être CaVa sur Cb. Ici, CA, on nous le donne. CA, on nous dit c'est environ 6,10-3.
Et CB, on vous dit que c'est 1 10 moins 1. Tout ça, ce sera multiplié par VA. En fait, ce que je vais faire, c'est savoir, pour un volume d'acide que je vais prélever, donc que je vais préparer, quel volume de soude il va falloir que je rajoute. Si je trouve qu'il faut que je rajoute 4 gouttes, ou si je trouve qu'il faut que je rajoute 4000 litres de soude, vous voyez bien que ce ne sera pas pertinent. C'est pour ça que je fais ce calcul-là. Ici, je trouve 6 10 moins 2. Ça veut dire 0,06. 6 10 moins 2 VA pour VB. Donc le volume de soude qu'il va falloir que je rajoute pour atteindre l'équivalence, c'est 0,06 fois le volume d'acide que j'avais préparé. Question, qu'est-ce que je peux avoir préparé comme volume d'acide? Dans la verrerie qu'on nous donne, c'est pour ça qu'on nous donne une verrerie, la plus grosse verrerie de prélèvement que j'ai, c'est la pipette de jauger de 25 ml. Donc au maximum, ici, parce qu'on ne va pas le faire 15 fois, vous savez qu'on ne prélève pas à la suite les trucs, parce qu'en termes de précision, on est complètement dans les clous, hors des clous. Donc ici, je peux avoir 25 ml. Si j'ai 25 ml d'acide, 0,06 fois 25, j'arrive à 1,5. Ça veut dire que dans ma burette, arriver à 1,5 ml ajouté, j'aurai déjà l'équivalence. Pensez bien que c'est beaucoup trop tôt. On va avoir des marges d'erreur énormes parce qu'on est à 0,1 ml près. On aura une énorme incertitude. Donc ce n'est pas judicieux de se servir de ces concentrations-là pour faire le dosage avec le matériel qu'on nous propose. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, par exemple, c'est avoir une solution titrante beaucoup plus diluée, non pas 1 10 moins 1, mais peut-être 1 10 moins 2, par exemple. Comme ça, si elle est 10 fois plus diluée, il va falloir 10 fois plus de volume de base pour arriver à l'équivalence. Donc dans mon exemple, c'était 1,5 ml. Là, j'arriverai à 15 ml de volume équivalent. Donc là, c'est déjà pas mal, parce que 15 ml, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Donc une des solutions intelligentes ici, ce serait par exemple de prendre une solution d'hydroxyde de sodium diluée 10 fois. Donc voilà pour la question 3 de 1. Ensuite, on vous demande d'établir un protocole pour faire le titrage conductimétrique. Donc là, la question c'est, savez-vous faire un titrage conductimétrique? Il faut préciser les éventuelles adaptations effectuées au niveau des concentrations, donc ce qu'on vient de voir. Donc on sait que le volume ici étant trop petit, on va diluer notre concentration d'hydroxyde de sodium. Et on nous demande aussi de préciser les volumes de solution d'acide ascorbique prélevés. Je vous ai dit, tant qu'à faire, autant prendre la plus grande quantité possible d'acide ascorbique, c'est-à-dire les 25 ml. Donc le protocole, je ne vais pas vous l'écrire en entier, mais le protocole, il est simple, vous savez le faire. On va préparer un montage de dosage comme on l'a vu dans les généralités. On va mettre dans notre bécher, dans un grand bécher, 25 ml d'acide ascorbique qu'on aura prélevé à la pipette jaugée de 25 ml. On va rajouter de l'eau, parce que vous savez qu'on ne veut pas avoir pour la cellule conductimétrique un fond, mais on veut avoir suffisamment de volume pour avoir quelque chose de bien dilué. On va mettre une cellule conductimétrique. Dans la burette, on va mettre notre solution titrante, donc la solution d'hydroxyde de sodium, sauf qu'au lieu de l'utiliser à C'B comme on nous la propose, donc 1 10 moins 1 mol par litre, on va déjà la diluer à l'avance et on va utiliser par exemple une C seconde B qu'on va appeler, qu'on déterminera comme étant 1,00 10 moins 2 mol par litre. Ce qui nous permettra d'avoir une équivalence à 15 ml environ, plutôt que 1,5. On va faire le suivi conductimétrique grâce à un logiciel, donc on va faire un tracé de la conductimétrie en fonction du volume de la base qu'on aura rajouté, et on va obtenir notre courbe. Grâce à notre courbe, on trouvera le point d'équivalence et on pourra répondre à la suite des questions. Maintenant, on nous dit justement plusieurs allures de courbes modélisant ce titrage sont proposées. On a 4 courbes en dessous, et on voudrait savoir laquelle peut avoir l'allure potentielle de notre titrage. Alors déjà, on va éliminer tout de suite la courbe 3 et la courbe 4, puisque ce ne sont pas des aspects réellement de conductimétrie. Vous savez qu'en conductimétrie, on va avoir 2 segments de droite. Donc là, on a des espèces de parabolides. Dans la courbe 4, on a même une parabolide et un point d'inflexion. Donc il nous reste la courbe 1 et la courbe 2. On a comme équation de dosage, je vais la réécrire, on avait AH plus HO- donne A- plus H2O. Tout ça en AQ. La conductimétrie, je vous rappelle, on va obtenir, c'est en fonction de la quantité, de la concentration des ions. Au départ, on a uniquement de l'acide lactique, on n'a pas d'ion particulier, donc on aura une conductance qui sera d'une certaine valeur.
Et au fur et à mesure, on va rajouter de la soude, donc du NaOH, du Na+, HO-. Donc chaque HO- que je vais mettre va se transformer en gros en A-. Donc j'ai un ion pour un ion. Et en plus, j'ai des ions spectateurs Na+, que je rajoute. Donc en fait, dans mon dosage, je ne fais que rajouter des ions. Puisqu'au final, une fois que j'ai fait réagir une mole ou un ion même ici d'HO- avec un acide, je me retrouve avec un ion ici A-, plus un ion spectateur Na+. Donc j'ai plein d'ions. Donc je vais augmenter mon sigma. Donc le seul exemple ici dans nos courbes qui pourrait être cohérent, c'est la courbe 1, puisque c'est la seule qui a une conductivité qui va augmenter. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une deuxième preuve? Tout simplement, on voit qu'après l'équivalence, ça continue d'augmenter, mais ça augmente encore plus qu'au départ. Tout simplement pourquoi? Puisque arrivé à l'équivalence, j'ai plus d'acide ascorbique ici, donc tout ce que je vais rajouter comme ion, donc les Na+, et les HO-, vont se rajouter au milieu. Il se trouve qu'au départ, chaque HO- était transformé, on va dire, en A-, sauf que ceux-là, ils ont une conductivité inférieure à HO-. C'est-à-dire que ça fait un petit peu augmenter la conductivité générale de la solution, alors que ça fait beaucoup plus augmenter la conductivité. Donc après l'équivalence, je rajoute toujours des Na+, ça ne change pas, les ions spectateurs, mais je rajoute encore plus d'HO- qui sont encore plus augmentant la conductivité. Du coup, c'est normal que ma conductivité augmente encore plus après l'équivalence. Alors, pour l'extrait 10, on va s'occuper du soda et d'un de ses composants, l'acide phosphorique. On vous donne un tableau avec les DJA, donc les doses journalières admissibles, en certains produits pour un adulte. On vous demande, donc là c'est une question ouverte, on vous demande de déterminer combien de bouteilles de soda de 1,5 litre une personne adulte peut-elle consommer par jour sans que cet acide ne présente un risque pour sa santé. Donc là, il va falloir faire preuve d'initiative, c'est ce qui vous est demandé pour essayer de trouver ceci. Alors, la dose journalière admissible de l'acide phosphorique, on vous dit que c'est 70 mg par kilo par jour. Donc c'est une masse qu'on vous donne. On a comme autre renseignement qu'on peut titrer, on peut doser la quantité de cet acide phosphorique dans du soda, grâce à une solution d'hydroxyde de sodium. Il va falloir trouver le lien entre combien il y a d'acide phosphorique dans du soda, combien d'acide phosphorique on peut consommer par jour, et donc faire une espèce de proportionnalité. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va se calculer dans un petit coin la DJA totale en acide phosphorique. On va l'appeler acide AP, acide phosphorique. On a le droit à 70 mg par kilo de corps par jour. Alors on va prendre une personne d'environ 70 kg, donc 70 mg par 70 kg par jour. Donc on arrive à 4900 mg par jour. Pour un adulte d'environ 70 kg. On ne nous donne pas de renseignements particuliers, donc on fait preuve d'initiative. On a le droit à 4900 mg d'acide phosphorique par jour. Dans une bouteille d'1,5 litre, il y en a combien? On ne sait pas encore. Donc ce qu'on va faire, on va se servir des éléments qui nous sont donnés concernant le dosage. On nous dit qu'on peut doser dans 10 ml de soda cet acide phosphorique grâce à une solution d'hydroxyde de sodium. Donc l'acide phosphorique H3PO4, ici, va réagir avec les ions hydroxydes. C'est une réaction de dosage, donc c'est donc une réaction totale. Donc on va perdre un proton ici pour obtenir du H2PO4- plus 2. Voilà la réaction de ce titrage. On voit qu'on a des coefficients stoichiométriques à 1, donc ça va nous aider. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'à l'équivalence, on sait que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, donc la quantité de matière de notre acide phosphorique, maintenant je vais écrire AP, ça ira plus vite, initiale, égale la quantité de matière des ions hydroxydes qui ont été ajoutés. Et ça, c'est la même chose que notre concentration en base fois le volume à l'équivalence.
Alors la concentration de la base, on nous la donne, hein, 1,010-2 mol par litre. Par contre, on ne nous donne pas le volume à l'équivalence. Ce qu'on nous donne, c'est un suivi pH métrique de ce dosage. Ici, on a un tableau de 0 ml à 10 ml avec le pH au fur et à mesure. Pour bien faire, il faudrait qu'on trace la courbe de pH, qu'on utilise la méthode des tangentes, histoire d'avoir un volume à l'équivalence bien précis. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, puisqu'on veut quelque chose d'approximatif, on veut une estimation, on voit que le gros saut de pH se situe aux alentours de 5, 6 à peu près, millilitres ajoutés. Donc on a un volume équivalent environ, on va dire 5,5, 5,5 millilitres. Donc on va se mettre dans un petit coin pour l'instant, on a à peu près un volume équivalent de 5,5 millilitres. Bon, donc ça nous permettrait de trouver la quantité de matière d'acide phosphorique dans 10 ml de soda. Sauf que la DJA, elle est en masse, donc il faut qu'on passe à la masse et non pas la quantité de matière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la masse d'acide phosphorique dans ces 10 ml, c'est-à-dire la quantité de matière que je peux avoir calculée multipliée par la masse molaire de l'acide phosphorique. Ensuite, maintenant que j'ai la masse dans 10 ml, je pourrais savoir la masse d'acide phosphorique dans une bouteille, puisqu'on nous demande combien de bouteilles sont consommables. Donc une bouteille, elle fait 1500 ml. Ça, c'est pour 10 ml. Donc il faut que je multiplie par 150. Donc on va dire que la masse d'acide phosphorique par bouteille, c'est 150 fois la masse d'acide phosphorique que je viens de calculer, c'est-à-dire 150 fois ici CBVE fois la masse molaire d'acide phosphorique. Encore une fois, tout ça, c'est des choses que je connais. Donc dans une seule bouteille, j'aurai ce nombre-là. Encore une fois, je ne fais pas de calcul intermédiaire. Je vous rappelle que plus il y a de calcul intermédiaire, plus ça fait d'approximation, plus ça fait de potentielles erreurs de manipulation et de calcul. Ce qu'il faudrait savoir, c'est maintenant combien de bouteilles je peux boire pour arriver jusqu'à 4900 mg. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais diviser 4900 mg par ce calcul-là et ça me donnera le nombre de bouteilles que représente ici. Donc on va mettre, je ne sais pas moi, grand N soda. Donc le grand N, c'est-à-dire le nombre de bouteilles de soda. Donc c'est la DJA divisé par ce qu'il y a dans une seule bouteille, c'est-à-dire ici la masse d'acide phosphorique par bouteille. C'est cette formule-ci. Là maintenant je peux faire une application numérique. Donc l'application numérique va me donner le nombre de bouteilles de soda maximum. Donc la DJA, on l'a déjà calculé, on est à 4900 mg par jour, divisé par, alors 150 fois, ici on a la concentration qui nous est donnée, CB 1,0 10 puissance 2 mol par litre. Le volume, on a dit qu'on était à peu près à 5,5 millilitres, donc 10-3. Et la masse molaire de l'acide phosphorique qu'on va utiliser pour notre calcul ici, on a la possibilité de la calculer grâce aux masses atomiques. Donc on va avoir ici comme masse molaire de l'acide phosphorique 3 plus 31 plus 4 fois 16. 32, 64, 64 et 3, 67, 98. Donc on est à 98 grammes par mol. On va faire tout ce calcul-là et on va obtenir à peu près 6. Ça veut dire qu'on a la possibilité environ de boire 6 bouteilles entières de soda par jour sans dépasser la dose de 4900 mg d'acide phosphorique par jour. Donc c'est largement plus que la consommation habituelle d'une personne. Enfin, j'espère que vous ne buvez pas plus de 6 bouteilles de soda par jour. Voilà pour cet exercice.